tous et à toutes. Donc, bonjour à ceux qui suivent la série des rendez-vous du commun depuis le début et bonjour à ceux qui nous rejoignent sur ce 3e épisode dédié à la co-construction avec l'usager. Alors, un petit propos introductif parce qu'on peut peut-être se poser la question sur le lien entre innovation et démocratie participative, car après tout, quand on regarde le monde privé, on n'entend pas tous les jours que les entreprises qui innovent co-construisent leurs produits avec leurs clients au quotidien. Alors, pourquoi faudrait-il faire entrer l'usager dans la construction de nos services? Alors, un premier élément de réponse a été donné par Vincent Boly pendant le rendez-vous 1, c'est qu'à l'heure actuelle, plus personne n'innove seul. Ce temps-là est révolu. Et à ceci s'ajoute le fait qu'il faut reconnaître que les citoyens ont aussi une expertise, l'expertise de l'usage. Donc, à ce titre, ils peuvent et même doivent être sollicités dans les différentes phases de construction de nos politiques publiques. Mais j'arrête là le petit discours introductif et je me permets de vous présenter nos deux conférenciers. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Vera De Souza, qui est chargée de mission innovation et citoyenneté à la ville de Nanterre et qui nous parlera notamment de l'Agora, la maison des initiatives citoyennes mise en place par la mairie. Nous avons également la chance d'accueillir Valentin Chaput, cofondateur et co-gérant de Open Source Politics, qui accompagne de nombreuses institutions publiques, comme l'Assemblée nationale ou le Sénat, ainsi que des collectivités comme la ville de Nanterre ou la ville de Nancy, sur la mise en place de plateformes de démocratie participative, grâce notamment à Decidim, la plateforme en logiciel libre développée par la ville de Barcelone. Vous nous en direz un peu plus sur vous, mais je vous laisse la parole par rapport au premier élément que nous voulions aborder ce matin, qui sont les enjeux d'une démarche participative. Quels sont selon vous les prérequis, le cadre, voilà, les impondérables à toute démarche de participation saine? À vous la parole. Bonjour, peut-être je te laisse commencer, Léa. D'accord, merci Valentin. Donc bonjour à tous et toutes. Alors avant de rentrer dans une présentation de ce qu'est l'Agora, dans les prérequis d'une démarche participative ou de co-construction, on peut choisir l'un ou l'autre des termes. Déjà, il faut imaginer, par exemple, les travaux. Quand on parle de démarche participative, on parle souvent des travaux d'une certaine sociologue américaine, Sherry Arnstein, son échelle de la participation. Donc, c'est une échelle qui existe depuis les années 70, qui contient 8 ou 9 paliers. Le plus bas des paliers, c'est celui qu'elle nomme la manipulation. Donc, ce n'est pas de la participation ou de la co-construction, c'est souvent de la com ou de l'utilisation de manipulation d'opinions politiques. Et puis, tout en haut de cette échelle-là, il y a le contrôle par les habitantes, les habitants, les participants, voire de la co-gouvernance et un engagement fort dans ce qui est des processus décisionnels. Et donc, un des prérequis pour moi essentiels des démarches participatives, c'est ça, c'est de savoir, dès qu'on est dans un projet de co-construction ou de démarche participative, où se place ce curseur de processus décisionnel. Est-ce que la participation va avoir un impact dans le projet? Si oui, où exactement? Est-ce que la participation, la co-construction va servir de cadre d'exécution du projet? Ou alors, y a-t-il des invariables, des éléments figés non modifiables dans le processus? Et dans ce cas-là, il faut une complète transparence. Sinon, on risque de créer des frustrations et voire d'augmenter certaines méfiances avec les autorités. Voilà, ça c'est un des premiers prérequis qui me semble essentiel dans les démarches participatives. Il y a aussi, et ça on a tendance peut-être à le mettre un peu de côté, mais c'est la priorité qu'on donne au temps dans une démarche participative, parce que tout ce qui relève de la participation et de la co-construction avec des habitants, avec des publics, avec des participantes, demande un temps long. Et c'est vrai que c'est une notion qui peut être difficile à aménager avec nos propres plannings d'agents territoriaux, par exemple, mais vraiment, c'est prendre en compte dès le départ un temps suffisamment long pour aboutir à une démarche réussie et efficace. Je dirais aussi dans les critères qui ne sont pas classés par ordre d'importance, tout ce qui est lié à la diversité des participantes et des participants.
parce qu'il faut faire un maximum pour intégrer au processus le plus d'individus qui représentent la diversité de notre société. C'est ça qui va vraiment enrichir le dialogue, la co-construction. Puis alors un tout petit dernier, parce que je ne veux pas non plus être trop longue et trop dire aussi, je dirais qu'un des prérequis, c'est de ne pas s'imaginer que chaque personne ou que tout le monde a envie de participer à un dispositif dit participatif ou à de la co-construction. Ça demande de convaincre, d'accompagner, de faciliter et encore une fois de se donner le temps. Parfait, merci Vera. Il y a déjà beaucoup de choses que tu as dites. Du coup, je résumerai certains des points par une formule qu'on avait d'ailleurs trouvée en travaillant sur les dispositifs de la ville de Nancy. On s'était dit qu'en fait, pour une démarche réussie, il fallait donner aux participants du pouvoir, du sens et du temps. Du pouvoir, c'est assez évident, mais finalement, ce n'est pas toujours des conditions qui sont réunies. C'est qu'il faut que la démarche participative permette et des vraies marges de manœuvre et permette aux participants d'avoir des contributions qui vont servir, qui vont être suivies d'effets, éventuellement participer à orienter la décision. Et après, il y a énormément de démarches de participation qu'on peut imaginer, hein, de l'idéation d'idées, des votes, etc., etc. Mais à chaque fois, il faut que toute participation serve. Sinon, on est effectivement dans des démarches de communication qui sont un autre type d'exercice. Ensuite, du sens, c'est qu'évidemment, comme l'a très bien dit Vera, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la complexité des projets techniques surjoués, surfaits et qui finalement a aussi parfois vocation à éliminer les regards extérieurs de certains dispositifs de prise de décision. Donc, du coup, il faut donner du sens. Donner du sens, c'est à la fois pouvoir raconter ce qui s'est passé avant, ce qui amène aujourd'hui à une démarche ouverte, une démarche de participation. C'est évidemment de pouvoir apporter autant d'éléments que possible sur les arbitrages qui restent ou sur invariants qui, évidemment, dans certains projets peuvent exister. Et puis, surtout, c'est donner une visibilité sur la suite de la démarche. Parce que souvent, on se lance dans des projets de participation sans réellement être certain de ce qui va se passer à la fin et ni même donner de visibilité, de transparence sur les prises de décision finales. Et donc là, il y a un engagement politique qui est important de la part de l'institution. C'est qu'évidemment, quand elle donne du sens, c'est aussi le point d'arrivée. Évidemment, ce n'est pas la décision finale, mais c'est la méthode qui va permettre d'y arriver. Et enfin, tout ça, ça prend du temps. Ça aussi a été très bien dit par Vera. Et du temps d'abord pour toucher un public élargi. Et c'est ça qui compte. C'est que c'est très facile en général de toucher les premiers cercles qui sont déjà là. Par contre, aller un petit peu au-delà, ça nécessite de créer des nouveaux partenariats, d'imaginer des nouveaux dispositifs, de varier les modalités de participation. Tout le monde n'a pas le temps ou n'a pas la connaissance, l'envie d'écrire 3 pages sur un projet très technique. Mais il y a d'autres manières de faire participer la population à différents niveaux, à différentes échelles de temps. Voilà. En synthèse, donc donner du pouvoir, donner du sens et donner du temps. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, j'aimerais bien aussi qu'on parle des aspects numériques parce que souvent, la démocratie participative est hébergée, aidée, accélérée, facilitée, diffusée par une plateforme numérique. Mais on sait que ça a ses limites. Donc, on aurait bien aimé avoir peut-être le retour d'expérience de Nanterre, comment vous gérez ces aspects-là. Et vous, à Open Source Politics, qui du coup proposait l'accompagnement via Decidim, comment vous abordez la chose? Alors, vous l'avez dit en introduction, hein, nous, à Nanterre, on utilise le logiciel Decidim, un logiciel donc
open source déployé en France par Open Source Politics et qui a émergé à Barcelone. On l'utilise depuis novembre 2018, juste avant le lancement des budgets participatifs, la deuxième édition, donc 2019. Mais ce n'était pas la première fois que nous utilisions des outils numériques à Nanterre sur des questions de concertation, consultation ou de participation citoyenne. On avait déjà expérimenté une plateforme Homemade qui avait connu un petit peu des problématiques de difficultés d'administration et de déploiement, mais on avait quand même réussi à faire émerger cet outil-là. Alors, quand on parle d'outils numériques pour la participation citoyenne, il y a quand même un espèce d'idéal qui est le 24 heures sur 24, le 7 jours sur 7. Ça plaît beaucoup. On a l'impression que voilà, l'outil il est là, il est disponible tout le temps et donc son accessibilité n'est pas forcément à discuter. Et donc la participation, en tout cas avec des publics qui se déplacent peut-être moins sur des propositions en présentiel, donc à des réunions, à des ateliers, c'est vrai que ça tend à faire penser qu'on va ouvrir à plus de participation, à des profils différents et à une diversité des publics. Là-dessus, alors il y a évidemment du vrai, hein, mais j'y mets quand même quelques bémols. Déjà en interne, c'est-à-dire un outil qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça demande qu'il soit animé et modéré, donc dans des temps qui ne correspondent pas forcément à des temps, je vais dire entre guillemets, normaux. C'est aussi imaginer que le numérique, au lieu de compléter le présentiel, vienne au contraire le remplacer, puisque le présentiel a un coût quand même qui est plus élevé et demande des ressources humaines plus nombreuses, hein, la plupart du temps en tout cas. Donc c'est un peu ce risque de glissement vers le numérique et du coup de ne plus laisser place à suffisamment de présentiel dans les dispositifs participatifs. Et puis, alors il y a toutes ces questions, on en entend beaucoup parler, hein, le temps du confinement et du déconfinement l'ont suffisamment montré, cet éloignement de l'usage numérique ou même de l'outil numérique par un certain nombre d'habitants et d'habitantes parce qu'elles n'ont pas accès ou parce qu'elles ne savent pas utiliser l'outil numérique. Et ça, quand on ne peut pas les accompagner, être présent auprès de certains publics pour faciliter cette montée en compétence sur l'usage numérique, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et puis, je reviens aussi sur cette démarche participative numérique. Il y a aussi un temps d'appropriation en interne, donc avec les agents, avec les équipes, avec les services, sur ce nouvel outil. Donc, vraiment présenter l'outil, voire former d'autres agents. Donc, le numérique n'a vraiment rien de magique. C'est un outil extraordinaire qui permet de compléter un grand nombre d'actions, de données à voir, d'être accessible pour certains publics, mais il y a aussi le risque de laisser un certain nombre de personnes sur le côté et du coup de louper ce prérequis dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la diversité des publics et des participants à nos démarches. Tout à fait. Voilà. Peut-être, effectivement, déjà les points positifs que le numérique apporte. Il y en a un premier qui correspond à ce que je décrivais tout à l'heure comme l'objectif de donner du sens. C'est-à-dire que c'est assez facile aujourd'hui sur une plateforme numérique, un site internet, de raconter une histoire autour d'une démarche. C'est-à-dire que c'est ça qui est souvent aussi compliqué quand on est sur des dispositifs purement présentiels, c'est que on vient une fois au tenté et il faut à la fois connaître tout l'historique ou alors le restituer très rapidement et ensuite donner à voir ce qui va se passer après tout en restant quand même focalisé sur le moment présent et l'interaction. Là, le numérique permet de documenter une démarche de sa genèse jusqu'à ses objectifs un peu plus lointains. Donc ça, le suivi dans le temps, c'est quelque chose quand même que les outils apportent. Le deuxième aspect, c'est assez classique, c'est qu'effectivement, on peut s'affranchir des contraintes d'espace et de temps. On peut donc venir contribuer le week-end, en soirée, après les horaires de travail, etc. Et donc, en tant que citoyen, ça permet quand même à plus de monde
potentiel, enfin, en théorie, d'avoir son mot à dire et sa capacité à participer. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important qui peut être, dans des dispositifs de participation présentielle, réussi en diversifiant les modalités d'organisation. C'est-à-dire que c'est sûr que la réunion publique à 19 h dans un gymnase, il y a une partie de la population qui en est de fait exclue parce qu'elle ne peut pas s'organiser pour participer. Mais là-dessus, il y a des designers de démarches de participation citoyenne qui ont des dispositifs d'enquête sur du terrain, des interactions dans d'autres types d'espaces, à d'autres horaires, et sous d'autres formats aussi d'études sociologiques, d'interviews, etc., qui permettent aussi de combler cela. Mais c'est vrai que le numérique, par définition, le permet. On peut participer, comme Vera le disait en insistant sur les contraintes que ça représente pour une institution. Du côté du participant, c'est quand même aussi une simplicité qui est offerte. Et un dernier point, c'est quand même que les outils numériques aujourd'hui sont conçus pour tenir un volume de participants simultanés bien plus important que des démarches présentielles. C'est-à-dire que, alors ça ne se voit pas forcément à l'échelle d'une collectivité territoriale, mais évidemment, quand on commence à parler de pétitions sur des sites nationaux, de consultations à des échelles régionales, métropolitaines ou voire encore plus larges, évidemment, on peut avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes qui viennent contribuer de manière simultanée. Et ça, c'est plus compliqué à faire, évidemment, et à organiser avec purement du présentiel. Donc là-dessus, il y a vraiment des plus-values quand même des outils numériques. Un dernier d'ailleurs que j'ajoute, c'est le fait que les données produites peuvent ensuite être partagées, réutilisées, analysées de manière beaucoup plus libre grâce à une ouverture de ces données de consultation. Donc voilà, vraiment, il y a des plus-values. Et après, c'est vrai que comme Vera le disait, les outils ne sont pas magiques. Demandent une animation, donc compétences d'animation qui sont d'ailleurs complètement les mêmes sur le numérique et sur la démocratie participative présentielle, mais qui se complètent très très bien. Et donc nous, on essaie toujours d'avoir ce discours d'apporter un outil au service de la démarche, mais qui ne peut pas représenter toute la démarche. Sinon, on voit que ça ne marche pas. Il faut un ancrage, il faut de l'humain, il faut de la rencontre, puisque par ailleurs, la qualité de discussion, évidemment, quand on est en face à face, on peut se répondre, on peut plus facilement discuter, on peut se voir, comprendre les interprétations. Là où quand tout passe par l'écrit, c'est quand même très compliqué. Et d'ailleurs, c'est aussi un facteur d'exclusion, hein. Aujourd'hui, les outils numériques sont majoritairement reposent sur de l'écrit ou sur des actions simples de vote. Qui peut avoir des vidéos interposées ou des trucs comme ça. On a besoin quand même de cette interface, cette discussion humaine en parallèle sur des démarches de concertation. Et donc nous, ce qu'on essaie de proposer, c'est justement un apport supplémentaire qui vient compléter un dispositif et surtout pas le remplacer. Et ça, c'est vraiment très important parce que, comme on le sait, il faut, pour que les démarches soient suffisamment inclusives, suffisamment accessibles à tous et suffisamment variées, on a besoin des deux en réalité. Voilà. Je me permets juste, Valentin, mais effectivement, tu l'as très bien dit sur l'outil numérique qui permet de mettre en avant pourquoi on initie ce projet et donc d'expliquer, d'informer et donner à voir finalement et de donner envie de participer. L'outil numérique est particulièrement adapté puisque voilà, disponible, on y met tout un tas de supports, de documentation, même si l'écrit peut être une source d'exclusion, mais ça va aussi en fin de démarche et de dispositif et de co-construction, c'est-à-dire on peut aussi restituer, donner à voir ce qui a été accompli, là où les décisions ont été prises collectivement ou ont été modifiées par la participation des participants et des participantes. Je pense notamment aussi à un suivi très particulier pour les budgets participatifs, qui est une démarche de co-construction avec les habitants d'une collectivité, où sur notre plateforme, on met l'état d'exécution, l'état d'avancée des projets, on dit effectivement où est-ce qu'on en est, quand est-ce qu'on a rencontré le porteur de projet ou la porteuse de projet, etc. Donc, ça donne aussi à voir tout au long du processus jusqu'aux phases d'évaluation et de bilan,
pour faire justement cette espèce de mémoire globale de cette démarche qui reste accessible, consultable sur la plateforme partout et tous tout le temps. Et du coup, je me permets de rebondir, Vera. Est-ce que l'Agora, le lieu, la maison des initiatives citoyennes de la ville de Nanterre, remplit pas également cette fonction-là de donner à voir, mais du coup sous une autre forme pour compléter le numérique, donner à voir des démarches de participation au sein de la ville, mais de manière du coup présentielle, physique et matérielle, quoi. Alors tout à fait, c'est vrai que l'Agora, donc la maison des initiatives citoyennes de la ville de Nanterre, c'est vraiment une structure municipale, un lieu ressource avec différentes salles, différents équipements qui permettent d'accueillir des initiatives, qui permettent d'accueillir des habitants. Si on a le temps, je peux présenter un peu plus cette structure parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment intéressante dans ce qu'elle propose dans l'accompagnement de la co-construction et pas que dans des démarches dites participatives. Donc, je vais peut-être prendre quelques minutes pour parler justement de l'Agora et pourquoi ce lieu ressource accompagne ce type de projet-là. Donc, l'Agora, c'est une structure municipale donc, qui est un peu au carrefour des initiatives portées par des habitants, des habitantes, des associations locales et aussi des services municipaux. Donc aujourd'hui, c'est une équipe composée de 5 personnes. Donc la responsable de la structure, qui est actuellement en cours de recrutement. Nous avons Gaël, qui est un animateur de la programmation de la structure. Donc lui, il s'occupe de tous les porteurs de projets qui viennent nous voir donc à l'Agora en disant bah voilà, moi j'ai un projet d'exposition, de rencontre, de débat je voudrais le proposer à l'Agora ou hors les murs de l'Agora, mais sur la ville de Nanterre, comment je fais. Donc là, on est vraiment dans le principe de co-construction et de démarche dont on parle depuis le début. Hein. On accompagne, on met en réseau ces porteurs de projets, on facilite la mise en place de leurs projets. Nous avons aussi la chance d'avoir une web radio, donc Radio Agora. Donc si vous tapez sur votre moteur de recherche Radio Agora Nanterre, vous tomberez sur la web radio de la ville. Donc c'est une web radio participative. La programmation de cette radio, elle est faite par les habitants, pour les habitants, avec des passionnés de ce média, des associations qui veulent donner à voir ce qu'elles font ou faire participer leur public, leurs bénéficiaires avec ce média-là, aussi des services municipaux qui peuvent s'emparer de cette web radio. Nous avons une chargée d'accueil, donc Jamela, qui est vraiment là pour accompagner justement le côté un peu logistique des événements, des rencontres, des débats, des projections. Et puis moi-même qui accompagne sur ces questions de participation citoyenne au sens large, donc avec des dispositifs souvent ville, budget participatif, concertation, etc. Et avec cette spécificité numérique puisqu'il y a l'administration de la plateforme. Et à côté, j'anime aussi un réseau d'acteurs du numérique qui s'appelle Nanterre Digital et qui accompagne des projets, on va dire, de questionnement des enjeux numériques sur notre société actuelle. Voilà un peu donc une structure municipale vraiment au carrefour de ces initiatives-là, qui a pour mission d'accompagner, de faciliter les initiatives des citoyens et des citoyennes nantérienne. Donc c'est un lieu ressource, donc on accueille évidemment des choses quand quand on lance le budget participatif. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en place tout un tas de permanences pour accueillir les potentiels porteurs de projets ou des personnes qui avaient des idées de projets et qui se sont dit bon bah voilà, qu'est-ce que j'ai ce projet, comment je fais, comment je m'inscris sur la plateforme aussi, parce que du coup c'est bien d'avoir des temps d'accompagnement sur l'outil numérique, justement pour pouvoir accompagner des publics qui ne sont pas à l'aise. Ce qu'on aurait aimé faire mais qu'on n'a pas eu le temps et l'opportunité parce que voilà, le présentiel demande des ressources, c'est d'aller directement dans d'autres types de structures, dans les quartiers, à la maison des associations, dans les mairies de quartier, pourquoi pas dans les centres sociaux aussi ou d'autres associations qui ont des locaux pour pouvoir directement présenter l'outil aux bénéficiaires ou aux participants de ces structures-là et ensuite pouvoir les accompagner aussi à chaque fois qu'une démarche est lancée. Voilà un peu ce qu'on essaye de faire en tant que structure municipale pour accompagner ces initiatives. Et alors, Valentin, je ne sais pas si tu veux réagir ou sinon je pose une question qui nous a été posée par un des participants.
On posait la question sur est-ce que vous avez des exemples assez précis de comment vous avez adapté vos modalités de participation à un public éloigné? Ça, je veux bien Pour répondre rentrer un peu dans le vif du sujet, sur la du coup, partie ça s'est numérique. traduit comment? Je pense que Vera pourra compléter avec d'autres dispositifs, mais vraiment sur la partie numérique, en fait, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a des gens qui viennent assez naturellement sur les plateformes. Parce que c'est pratique, ils voient une affiche, un journal municipal qui en parle, etc. Et d'eux-mêmes, ils viennent sur la plateforme, ils arrivent à participer. Après, on a eu plusieurs types de dispositifs pour, entre guillemets, attirer, voire attraper des publics moins à l'aise avec le numérique. J'ai 3 exemples en tête. Le premier, c'est d'ailleurs ce qu'on avait fait avec la ville de Nancy en 2018 sur la démarche Osons Nancy, sur la transition écologique. Il y avait tout un dispositif qui avait été mis en place pour amener le débat public dans la rue. C'est-à-dire qu'on était venu, notre équipe animait un atelier participatif avec un chapiteau qui avait été monté, et puis vraiment un exercice de participation qui avait été proposé aux participants. C'était une date qui correspondait à un rassemblement des associations ou de la ville, etc. Donc ça avait été conçu en parallèle d'un agenda qui était déjà mobilisateur. C'était la journée Et il y en avait eu plusieurs voiture. démarches. Notre atelier était sur la mobilité. Exactement, voilà, parfait. Et donc, il y avait eu comme ça une déclinaison d'événements où en fait la plateforme faisait irruption dans l'espace public finalement. Et je sais que la ville aussi avait pu mobiliser quelques agents bénévoles ou pas bénévoles d'ailleurs, je ne me souviens plus, mais qui étaient intervenus justement avec des tablettes dans l'espace public pour essayer d'aller chercher des participants vraiment dans la rue. Et ça, on le sait sur les démarches participatives. Il y a un exemple qui est très, très flagrant, c'est le budget participatif de la ville de Paris, qui est probablement celui qui a le plus gros volume de participants. Aujourd'hui, plus de 70% des votants au budget participatif, en fait, le font en vote papier, et non sur le site, tout simplement parce que la ville a démultiplié les points, les urnes, pendant les quelques semaines de vote, dans toutes les mairies, dans tous les bâtiments publics, dans les gymnases, dans les écoles, etc., dans tous les événements qui sont organisés à Paris, il y a un espace pour voter en direct. Et donc, il y a une participation d'opportunité, c'est-à-dire que les gens voient, passent faire une démarche ou chercher leurs enfants à l'école, et ils s'aperçoivent qu'en 3 minutes, ils peuvent voter. Et ça attire quand même beaucoup de monde. Et évidemment, ces résultats sont ensuite portés sur la plateforme. Et ça, c'est du coup beaucoup plus inclusif, d'autant plus que, et c'est ce que fait la ville de Paris, il y a un chiffre qui est quand même assez frappant, c'est que sur cette période de vote, la ville a 200 vacataires payés pour aller dans les quartiers populaires et faire voter les gens directement chez eux. Et donc, ça vous donne un peu une idée de l'ampleur du dispositif qui est nécessaire aussi pour humain, pour aller chercher une participation plus diverse. Donc ça, c'est la première manière, c'est vraiment de démultiplier les manières de contribuer vraiment dans la rue, aller chercher les participants. Et pour ça, d'ailleurs, les outils comme Decidim disposent par exemple d'une fonctionnalité qu'on appelle les utilisateurs représentés et qui avait été utilisée notamment à Nancy, qui permet en fait à des administrateurs de préinscrire des participants et simplement de leur donner la tablette pour qu'ils fassent leur action et ensuite de leur envoyer un lien qui leur permettra de finaliser leur inscription une fois qu'ils seront rentrés chez eux. Ça facilite en réalité la participation beaucoup. Ça, c'était le premier exemple, peut-être le plus long. Le deuxième exemple, c'est évidemment d'avoir des ateliers contributifs, donc là vraiment les réunions physiques présentielles, qui soient orientées vers de la contribution et ensuite repartagées sur la plateforme. Puisqu'à nouveau, les deux ne sont pas contradictoires. On peut vraiment construire des temps de participation, des temps de contribution où on réunit les participants dans des petits formats avec des facilitateurs, avec tout ça aujourd'hui, il y a des méthodes et des capacités à se former pour les animateurs qui existent. Et donc, ça permet de mêler les deux univers, le présentiel et le numérique, et de garder une trace. À nouveau, on donne du sens et donc aussi un peu de pouvoir à ceux qui participent lors des réunions. Et on leur permet
aussi potentiellement d'avoir une restitution de ce qui s'est déjà dit en ligne. Donc ça, c'est le deuxième aspect important. Et le troisième, qu'on a pu mener par exemple avec Emmaüs Solidarité, que nous avons accompagné l'an dernier sur une démarche de consultation à la fois de ses salariés, de ses bénévoles, mais aussi du coup des personnes accueillies, et donc qui très souvent n'avaient pas de moyens de se connecter aux plateformes. Et donc tout simplement, on a fait des ateliers dédiés où on avait toujours un premier temps où en fait on accompagnait tout le monde en fait jusqu'à l'étape de connexion. C'est-à-dire que parfois ça peut être difficile, on ne sait plus si on a un mail, quel mail, etc., etc. Le mot de passe, on n'arrive pas à le répéter 2 fois, etc. Donc vraiment, on faisait avec, ou pas de faire pour, mais vraiment de faire avec, d'accompagner, de prendre, si ça prend un quart d'heure, ben, c'est pas grave, au bout d'un quart d'heure, la personne est connectée et elle a vu où est-ce qu'elle pouvait interagir facilement. Et donc voilà, c'est une palette d'outils, d'animation, qui forcément, là aussi, prend un peu de temps, demande des moyens, mais c'est essentiel si on veut justement toucher les publics éloignés. Donc, aller les chercher chez eux, permettre lors des rassemblements d'orienter quand même vraiment les participations, non pas vers de la question-réponse, non pas vers du pugilat oral entre des élus à la tribune et des participants qui ont juste envie de crier, mais vraiment orienté sur la contribution. Et enfin, pas hésiter sur certains publics aussi à vraiment faire avec eux, rester auprès d'eux et donc être dans du contact direct. Et ça, c'est pour le numérique, mais du coup, on verra sans doute aussi d'autres exemples pour des dispositifs plus de terrain et de présentiel. Bah, en fait, ce que tu viens de dire pour le numérique, c'est exactement ce qu'on met en place sur du présentiel aussi. Finalement, les méthodes, elles sont assez proches, c'est-à-dire aller là où sont les publics qu'on a envie d'avoir pour justement être dans cette représentation de la diversité de tous et toutes. Donc, aller là où ils sont. Nous, ce qu'on avait fait à un moment, je crois que c'était pour le lancement justement du budget participatif, hein, je reviens sur cet exemple-là, mais on avait mis un stand sur un événement local cher à la ville de Nanterre, qui est la ferme géante qui se tient au mois de novembre dans le centre-ville. Donc, il y a tout un tas de stands d'animation qui sont proposés, notamment le week-end. Et donc, on avait un stand de budget participatif, on avait plusieurs agents et aussi des élus qui allaient à la rencontre des habitants et des habitantes pour parler du dispositif, expliquer la démarche, expliquer comment participer, donner rendez-vous aux prochaines permanences, aux lieux physiques où on pouvait se revoir si les personnes en ressentaient le besoin, etc. Et ça avait, alors il faisait très très froid ce jour-là, je me souviens, mais ça avait quand même pas mal marché parce qu'on était voilà, en plein centre-ville, avec beaucoup de passages, beaucoup de publics qui viennent d'autres quartiers sur ce type d'événement. Je rejoins à 100% Valentin sur la question des ateliers contributifs. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire mettre en commun des personnes pour contribuer collectivement à un projet, ouvrir le dialogue, le débat, et du coup donner du sens, ce fameux troisième point que tu disais tout à l'heure, Valentin, donner du sens à l'action et pas être dans une représentation de la participation un peu à l'ancienne avec cette tribune et des participants qui prennent la parole sans donner de suite après l'immédiateté de leur prise de parole. Et là, on est vraiment dans une contribution construite avec du faire ensemble qui est vraiment intéressante. Et ça, on peut le faire même dans des dispositifs qui mixent justement le numérique. Des concertations en ligne, on en a fait une sur le parc des anciennes mairies où on avait un atelier de co-construction sur l'ambiance du parc, la place de l'eau dans le parc, la place de la végétation, quel type de végétation, et cette contribution il y avait différents ateliers dans la même salle et ça a donné lieu à voilà, une contribution collective qui a été mise ensuite en ligne et discutée et débattue par d'autres participants qui n'avaient pas pu ou ne pouvaient pas y participer. Donc, c'est une continuité. Et pour les phases de décision ou de vote, c'est vrai qu'il
faut mutualiser les points de rencontre, les points possibles où les personnes puissent voter quand il s'agit par exemple du budget participatif, mais aussi apporter une décision complémentaire à la démarche. Mais vraiment, c'est vraiment cette question de multiplier les points, les actions, et donc du temps, et donc des ressources de personnes disponibles pour le faire. Très bien, merci. Juste pour du coup répondre, il y a une question sur la quantité, en fait, le ratio entre physique et numérique. Donc, ce que Valentin nous disait, c'est que les chiffres sont très variables, en fait. Mais le ratio sur un budget participatif à la ville de Paris, par exemple, c'est 30% de votants en ligne contre 70% en papier. Mais que, par exemple, à Angers, on est plus sur du ratio 40-60. Donc voilà, ça dépend vraiment de la consultation, j'ai l'impression. On peut pas tirer des conclusions générales sur présentiel versus numérique. Et j'ajoute du coup une petite question de la part de Mathieu Rouillet. Il demande si les participations en présentiel, donc sur des formats plutôt ateliers animés, n'ont-elles pas plus de valeur que les participations en ligne, du fait qu'il n'y a pas justement d'interaction en direct ni de facilitation sur les participations en ligne. Voilà, qu'en pensez-vous? Là-dessus, il y a une part de vérité, évidemment. On ne peut pas remplacer complètement l'interaction présentielle. Les gens sont en face à face, ils peuvent discuter, prendre le temps nécessaire pour se comprendre, à condition qu'ils s'écoutent, évidemment, et ensuite, du coup, aboutir sur un point de convergence, quoi, de consensus ou de dissensus, mais au moins l'acté. En ligne, c'est un petit peu plus compliqué. Après, aujourd'hui, les outils sont quand même assez puissants pour permettre différentes étapes et donc progresser dans la délibération. C'est-à-dire qu'on peut avoir des phases très très larges d'idéation où ça part dans tous les sens, puis des phases où on vient soit prioriser, sélectionner, commenter, enrichir. Et on a une matière au bout de ces deux phases qui peut donner lieu à un approfondissement ensuite, etc. Donc, en réalité, le temps est très différent. On n'est plus sur du temps réel. Mais par contre, on peut construire des démarches participatives qui, sur une échelle de temps qui, au final, va prendre la même durée que d'organiser 5 réunions publiques, on arrive à un résultat qui peut être quand même assez similaire. Et on peut tout à fait marier les deux, c'est-à-dire qu'il y a un pont possible entre le physique et le numérique. On peut très bien justement avoir un maximum d'idées, c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs justement sur les ateliers à Nancy, un maximum d'idées qui viennent du numérique, on les affiche lors d'une réunion présentielle et on vient les prioriser. Je sais par exemple que Grenoble, c'est ce qu'ils font sur le budget participatif, c'est-à-dire qu'ils ont une phase dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle la ruche ou quelque chose comme ça, où en fait ils prennent la centaine de propositions qui ont été déposées en ligne sur la plateforme pour le budget participatif et ils demandent aux participants sur une journée ouverte comme ça de venir voter pour les plus intéressantes et ils réduisent le volume à 30 propositions qui ensuite vont être analysées, soumises au vote, etc., etc. Donc, on a des manières en fait de mêler les deux et je ne pense pas que il y a forcément une part de l'interaction physique qu'on ne retrouve pas en ligne ou qui va être plus dur à synthétiser, puis évidemment on peut avoir des vidéos maintenant, mais qui va être plus dur à synthétiser. Par contre, ça n'invalide pas non plus complètement la participation en ligne et si c'est construit intelligemment, on peut même avoir le meilleur des deux mondes qui se nourrit et du coup une démarche qui a beaucoup de sens, je pense. Moi, j'ajouterais pour compléter ce que tu viens de dire, Valentin, pour moi, il n'y a pas une échelle c'est mieux d'un côté et moins bien de l'autre. Par contre, il y a des nouvelles compétences avec l'outil numérique et je pense notamment à ce qu'on peut appeler l'animation de communauté. Alors, je ne dis pas que quand on administre la plateforme, on anime complètement la communauté des participantes et des participants en ligne, mais en tout cas, c'est aussi notre travail de faciliter, de se faire
de faciliter les échanges entre les participants. Je pense notamment, encore une fois, hein, désolé, au budget participatif, où finalement, il y a des projets qui, des fois, sont assez similaires, qui peuvent être déposés par des personnes dans différents quartiers, et du coup, de pouvoir faire en sorte que ces personnes échangent sur leurs projets, et donc parce que c'est visible en ligne et parce qu'on peut les mettre en relation en ligne, on peut faire émerger des projets qui vont fusionner ou autres. Donc, je pense que c'est aussi cette compétence d'animer une communauté et de dérouler les possibilités de participation qui sont quand même assez importantes aussi en ligne. C'est pas, des fois, c'est pas que réduire à un commentaire d'une phrase ou deux phrases sous un débat. Ça peut être beaucoup plus, ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut même aller co-construire en ligne aussi des propositions de projets ou de contributions. Donc, l'outil numérique permet aussi différentes échelles de participation qui va du simple like au soutien, aux commentaires basiques et à l'échange, et puis à la fusion des fois de projets jusqu'au bout de la réalisation. Alors, du coup, vous avez tous les deux évoqué le fait qu'une démarche participative se fait en plusieurs phases. Du coup, on peut légitimement se demander dans quelle phase d'un projet, en fait, on peut solliciter un citoyen. Et pour ce faire, on peut déjà demander à ce que nos participants répondent à ce petit sondage en direct pour avoir un peu ce qu'eux pensent, et vous pourrez rebondir après dessus. Alors, hop. Vous allez normalement voir s'afficher devant vous une page qui va vous permettre de répondre à un sondage. Donc, selon vous, en tant que citoyen, à quelle phase d'un projet aimeriez-vous participer? Est-ce que c'est plutôt sur les phases d'idéation et de génération d'idées, donc plutôt le début du projet? Est-ce que c'est plutôt sur les phases de conception d'une solution? Plutôt sur les phases de test et de prototypage? Ou alors sur les phases plutôt de mise en œuvre et de déploiement d'une solution? Ou enfin sur les phases d'évaluation? Voilà, je vais laisser une minute pour que chacun s'exprime selon ses préférences en tant que citoyen, qui pourra nous donner un petit panel et après rebondir sur les réponses. Donc, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de poser vos questions à nos conférenciers dans la partie Q&R. Bon, je vois que les votes se stabilisent. Je vais arrêter le sondage et vous révéler les résultats. Alors, normalement, vous le voyez, nous avons la partie idéation et génération d'idées qui a été plébiscitée à 83%. Puis vient presque ex aequo la partie conception et test prototypage avec 60 et 63% des votants. L'évaluation vient ensuite avec 54% et en dernière phase pour la sollicitation des usagers, la mise en œuvre et le déploiement. Donc voilà, qu'est-ce que ça vous évoque, Valentin et Vera, quand on voit ces résultats? Est-ce que c'est vraiment la phase d'idéation où on peut solliciter les usagers, ou est-ce qu'au final, dans vos expériences, vous les avez déjà sollicités sur toutes les phases d'un projet? Peut-être Vera, tu veux commencer par des exemples? Alors, en fait, je vais commencer à dire que je ne suis pas très surprise par ces chiffres, parce qu'effectivement, 83% sur l'idéation, ça ressemble quand même beaucoup à ce pourquoi on sollicite la participation dans des
dans des projets de concertation, de budget participatif, de consultation, etc. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Et les 29% de mise en œuvre non plus, puisque souvent les projets co-construits sont des projets qui sont mis en œuvre par les agents municipaux. Là où je suis pas surprise, mais là où j'aimerais voir un peu plus de pourcentage dans les temps à venir, c'est plutôt dans l'évaluation. Là, la moitié, 54%. Je vais pas parler des projets avant, je vais plutôt parler des projets à venir. On va essayer de travailler, nous, sur des projets d'évaluation participative sur nos dispositifs de participation citoyenne. Donc, là-dessus, on va essayer justement d'impliquer et d'engager un certain nombre d'habitants et d'habitantes sur l'évaluation de l'impact social, finalement, de la démarche co-construite et qui sera mise en œuvre. Parce que dans les temps de la participation, moi, il y a vraiment 3 phases plus que les phases qui sont listées dans le sondage. Il y a la phase de prendre part au dispositif, il y a la phase de contribution et puis il y a la phase de bénéficier du dispositif, bénéficier dans le sens où on a valorisé cette participation et la réalisation du projet global. Donc, je n'ai pas vraiment d'exemple sur les projets qu'on a mis en place à Nanterre, où est-ce qu'ils se positionnent. Certainement à 83% autour de la récolte d'idées et de projets d'idéation. Et puis sur la suite, je pense qu'on peut mieux faire sur à la fois le test, le prototypage, évidemment, puisqu'on s'adresse à des usagers, des bénéficiaires, donc c'est important de les inclure. Et puis sur cette phase d'évaluation, on aimerait effectivement monter un peu ce partenariat avec les habitants sur cette phase-là. Très bien. Moi, j'ai trois tout petits compléments. Pareil, je ne suis pas très surpris par le fait que l'idéation arrive en premier, parce que je pense que c'est ce qui est le plus simple et le plus visible, et voire même déjà expérimenté. Hein. C'est souvent le cas, et d'ailleurs, c'est mieux que la démarche de participation commence dès le début et qu'on n'arrive pas avec des projets déjà tout ficelés et en fait des marges de manœuvre très très réduites. Donc ça, c'est une première chose, c'est le plus facile. Après, ce que je trouve quand même intéressant, révélateur, et moi-même, je n'ai pas forcément, en tant que citoyen, j'ai répondu honnêtement, répondu que je voulais m'engager dans la réalisation, etc. Mais c'est aussi assez révélateur de changements qui sont seulement au début, en fait, de la manière dont on conçoit justement notre action publique. C'est-à-dire que de plus en plus, on parle d'une action publique qui va être facilitatrice de démarches, qui va contribuer à des communs. Et donc, ça veut dire qu'il y a d'autres acteurs privés ou des personnes individuelles, des associations, d'autres types de partenaires qui vont être finalement co-constructeurs des politiques publiques et d'un certain nombre de réalisations. On voit qu'en fait, ça c'est aussi beaucoup du discours et que dans la réalité, on a quand même tendance à attendre de la puissance publique qu'une fois qu'on a décidé que les choses soient mises en œuvre. Or, c'est souvent là qu'il y a des difficultés, c'est souvent là qu'il y a le concret du travail qui commence. Donc ça, c'était plus une petite réflexion personnelle à ce stade. Et du coup, peut-être en ouverture sur ce sujet-là, effectivement, sur l'évaluation, je rejoins ce que disait Vera. Ce qui est intéressant, c'est que, et pour ne pas parler que des budgets participatifs, il y a aussi la possibilité, comme là, on est en début de mandat, d'engager une vraie démarche de transparence sur l'évaluation des politiques publiques et des actions qui sont menées. Et là, j'ai 2 exemples. Dans une vie antérieure, j'ai travaillé à Aubervilliers, donc en collectivité locale également, où le maire, entre 2008 et 2014, avait installé un observatoire des engagements. Donc, c'était co-administré par tous les groupes politiques et qui avait un permanent dont l'objectif était de venir raconter au fur et à mesure du mandat le taux de réalisation finalement de ce qui avait été
inclus dans le programme municipal pour lequel sa majorité avait été élue. Et à la fin de l'exercice, du coup, il avait pu déclarer que 85% à peu près de ses engagements avaient été remplis et il était venu documenter les raisons pour lesquelles le reste n'avait pas été fait, soit parce que en fait, les projets avaient été abandonnés en cours de route pour des raisons techniques, pour des raisons de compétences aussi de la collectivité, ou justement par d'autres arbitrages qui avaient donné lieu à d'autres projets. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant qui peut être mis en place à votre échelle, en tout cas conseillé à vos futurs élus. Se lancer dès le départ dans cette exigence de rendre compte de ce qui est fait. Et pour ça, les outils comme Decidim sont très, très puissants. Pour rappel, à la base, Barcelone a créé cette plateforme pour construire son plan d'action municipal. C'est-à-dire qu'en 2015, la majorité d'Ada Colau remporte les élections. Elle fait une démarche qui finalement s'apparente un petit peu à du budget participatif, sauf qu'il n'y avait pas l'enjeu budgétaire derrière. C'est-à-dire qu'elle ouvre un appel à idées très très large. En tout, plus de 10 000 propositions ont été suggérées sur la plateforme. Il y en a 8 000 qui ont été jugées recevables et qui du coup ont donné lieu, après approfondissement avec des ateliers, etc., qui ont donné lieu à un plan d'action sur un mandat qui en Espagne est de 4 ans à cette échelle-là. Et donc à la fin de son mandat, elle a pu dire, et vous allez sur decidim.barcelona, dans les archives du site, qu'il est possible il a été possible très précisément sur des milliers d'actions publiques très concrètes de rénovation de tel espace, d'installation de tel dispositif à tel endroit, de venir exactement dire ce qui s'était passé, à quel moment, et du coup de venir en fin de période, en fin de mandat, dire voilà, 90% de ce qu'on a décidé ensemble il y a 4 ans, on l'a fait, et vous avez la trace sur la plateforme de ce qu'on a fait. Voilà. Et donc tout ça, on peut améliorer encore, des démarches de transparence, des démarches d'inclusion autour de cela, etc. Mais c'est vraiment des dispositifs qui sont du coup très puissants en réalité, et qui permettent d'ailleurs de saisir la question de Marielle, qui est sur l'enjeu de la fréquence en fait. Justement, comme on l'a dit, on a souvent des dispositifs où on va réussir à attraper une fois les gens, ils vont venir sur la plateforme parce qu'ils rencontrent un agent public qui va leur en parler, ou ils voient une affiche, ok, c'est important, hop, jusqu'à telle date, je peux voter, je viens. Et ensuite, comment faire pour maintenir l'intérêt? Déjà, il y a le fait de lancer des démarches successives, hein, de toujours entretenir un petit peu cette répétition des interactions, et surtout la possibilité aussi de venir tracer vraiment un fil rouge entre voilà quelle était la proposition initiale de tel citoyen, voilà quel atelier physique a permis d'en discuter, ou quel atelier à distance, en visioconférence maintenant on peut le faire aussi, a permis d'en discuter. Voilà les engagements qu'ont pris les services, voilà la première étape de réalisation, voilà le début, la première pierre, et voilà l'inauguration, vous voyez la photo. Et on a cette traçabilité qui est permise en fait. Et ça, c'est vraiment très très puissant. Donc je vous invite à y réfléchir et à le conseiller surtout à vos nouvelles équipes, parce que c'est, je pense, dès le début d'un mandat est le moment propice pour prendre ses engagements et ensuite s'organiser pour les tenir. Alors, un dernier sujet, je pense que vous l'évoquez tous les deux en filigrane, c'est l'engagement du citoyen, mais qu'est-ce qu'on peut attendre au final du citoyen en termes d'investissement de temps, aussi de connaissances, de maîtrise de l'outil informatique, mais pas de la plateforme, mais en général, voilà. Qu'est-ce que vous avez eu comme expérience sur, par exemple, sur la conférence, la Convention citoyenne pour le climat, voilà, où il y a eu un vrai, ce qu'on appelle l'empowerment, quoi. Il y a un vrai accompagnement pour la montée en compétence d'un certain nombre de citoyens sur tel et tel sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qu'on peut attendre d'un citoyen sur ce type de démarche-là? Qu'est-ce que nous, en tant que collectivité, on doit apporter comme accompagnement pour que nos citoyens se sentent à l'aise, légitimes, constructifs sur les démarches qu'on peut mettre en place? Je pense que c'est un très bon exemple et c'est parfait de conclure là-dessus. En fait, on peut à peu près tout attendre, c'est-à-dire que de fait, c'est aussi nos textes qui le disent, hein, les citoyens doivent pouvoir prendre part à n'importe quelle étape de la prise de décision, et ils peuvent
avoir les compétences. Par contre, ça demande un accompagnement qui est important, qui est lourd. Et donc, c'est ce qu'on disait, hein, du pouvoir, du sens et du temps. Finalement, la Convention citoyenne pour le climat a réussi à réaliser cela en organisant donc 7 week-ends. Donc, il y a une répétition, une progression surtout dans la démarche avec des auditions d'experts. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de l'échelle de la participation, c'est les participants eux-mêmes qui ont pu choisir les experts de différents domaines qu'ils voulaient auditionner et pas les organisateurs qui leur ont dit c'est tel expert et tel expert parce que finalement, de notre position elle-même experte autoproclamée, on décide que c'est ces gens-là. Là, c'est vraiment des participants qui ont pu choisir certaines modalités du dispositif. Et ensuite, progressivement, par petits groupes, par du travail en intercession, par des temps de confrontation aussi sur des propositions préliminaires, puis de restitution, etc., etc. Ils ont réussi à construire un corpus de propositions. On attend le 21 juin pour qu'il soit rendu public, mais du coup qui montre que avec finalement le temps nécessaire, l'accompagnement, l'animation de la démarche qui est possible. Évidemment, c'est un investissement assez important, et notamment financier, hein, pour organiser tout ça. Et surtout, tous les apports externes de contributeurs volontaires qui se sont inscrits dans cette démarche. Il y a la vraie capacité chez n'importe qui, et ça, moi, j'en suis convaincu, de se saisir d'un sujet, de l'approfondir, d'avoir des points de vue contradictoires et à la fin de soumettre des idées et de décider. Simplement, la Convention citoyenne, ça a duré 9 mois. C'était 150 personnes. Ça représente plusieurs millions d'euros de budget. Donc, bon, il faut aussi voir comment décliner ça à une autre échelle. Mais on peut imaginer qu'à l'échelle locale, il y a déjà un certain nombre de coûts d'hébergement, de logistique qui peuvent être réduits. Et donc, voilà, aller chercher, et la méthode du tirage au sort pour ça est assez intéressante aussi, aller chercher des participants et surtout se mettre dans la posture de leur apporter ce qui va être nécessaire, et c'est à eux aussi de le définir, plutôt que de les faire rentrer dans des cases de dispositifs déjà préconçus. Ça permet du coup de ne pas avoir toujours les mêmes qui participent. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, Valentin, c'est que effectivement, dans les questions qui ont été soumises, Marielle, la fréquence des actions de motivation, et est-ce que c'est pas toujours les mêmes personnes qui participent? C'est Isabelle Brisson qui posait cette question. L'idée, c'est pas de se retrouver non plus avec des professionnels de la participation, des personnes qu'on revoit tout le temps à chaque réunion, dans chaque dispositif, qui sont du coup très au fait de comment ça fonctionne et qui ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas continuer à participer, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas, ça cache la diversité souhaitée dans le type de participation recherchée. Il y a un adage romain que je lis, hein, désolé, c'est « ce qui touche tout le monde doit être débattu et approuvé par tous et toutes ». Et là-dessus, chaque individu, chaque habitant, chaque participant vient avec ce qu'il est en tant qu'individu. Donc, on est vraiment à cette échelle individuelle avec son expertise. Alors, on parle souvent d'expertise d'usage, mais avec ce qu'il vit, ce qu'elle vit, quel est son quotidien, quelles difficultés, au contraire, quelles facilités elle rencontre dans son quartier. Et cet individu, cette individualité, elle permet de questionner la façon dont on habite notre ville, dont on habite notre monde en règle générale. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant dans la participation. Et donc, chaque individu est évidemment nécessaire, entre guillemets, hein, pas forcément tout le temps, à chaque moment, mais nécessaire pour bien construire chaque démarche participative et prendre part à vraiment la vie publique et au commun. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Ok, alors je me permets une dernière question. Vous avez 1 minute 30 chacun pour y répondre et après on va clôturer ce webinaire. Quelle est au final pour vous la différence entre démarche d'innovation et démarche de démocratie participative? Je te laisse commencer, Valentin. Merci Olivier pour la question. Je pense qu'il y a une part de jargon aussi. Hein. Il y a aussi des termes un peu chapeau qu'on utilise.
bon, la démocratie participative, je pense que c'est assez transparent. C'est l'idée qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'une démocratie représentative pure et qu'on sait que la démocratie directe est quand même très, très difficile à réaliser et présente un certain nombre de biais. Et donc, la démocratie participative, c'est toutes les formes d'entre-deux qui permettent d'assurer une participation active des citoyens entre des temps d'élection. En soi, la démocratie participative peut donc être une démarche d'innovation, mais une démarche d'innovation, c'est aussi se mettre en quête de quelque chose de nouveau, tester des choses, et c'est pas forcément mené dans un cadre démocratique, hein, ça peut être plus large. Donc les notions se recoupent un petit peu. Il y a une partie de la différence qui est purement du jargon, et il y a quand même probablement une différence de nature entre voilà, quelque chose qui cherche à inventer de nouvelles manières de concevoir tout simplement des politiques publiques, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, et puis le versant participatif qui lui est complémentaire et vise à quand même définir un type de système politique qu'on peut mettre en place. Alors moi, je voudrais juste dire que alors effectivement, le terme innovation peut parfois être un peu jargonneux, mais l'innovation, c'est pas forcément inventer à chaque fois quelque chose, c'est aussi ce qui peut être nouveau pour certaines personnes ou certaines institutions qui ne l'ont pas encore mis en place. Aujourd'hui, on peut parler d'innovation publique quand on parle de budget participatif pour certaines certaines collectivités ou d'autres structures, parce que c'est nouveau pour ces structures-là. Donc l'innovation, elle n'est pas dans la même étape de temps aussi pour tous et toutes. Et puis, quand on essaye quelque chose de nouveau pour nous, ça vient un peu perturber, ou en tout cas je trouve plus le mot, j'en suis désolée, mais ça vient en tout cas questionner nos postures, questionner notre façon de faire, questionner aussi nos domaines de compétences, et du coup, ça vient nous obliger à s'adapter, à trouver d'autres solutions. On a vécu ça en 2 mois et demi, hein, s'adapter très vite à des situations très nouvelles. Voilà, donc c'est ça aussi l'innovation, ça induit derrière un temps d'adaptation, de réflexion, de prise en compte d'un changement qu'on accompagne et qui n'est pas, qui est pas cette innovation un peu dans l'imaginaire collectif qui est digne souvent de la science-fiction, même à l'échelle de la collectivité. Très bien. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas à nos 2 conférenciers et merci beaucoup aux spectateurs qui nous ont suivis. Et on se retrouve bientôt la semaine prochaine, du coup, pour les 2 derniers rendez-vous de la série. Donc, n'hésitez pas, et les replays sera disponible d'ici très peu de temps sur le site de la ville de Nancy. Vous aurez le lien par mail également. À très bientôt et bon appétit à tous.